Chers internautes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre émission spéciale qui a le privilège et l'honneur de recevoir pour vous Eric Bissello, un acteur politique avec qui nous allons essayer de parler de l'actualité politique, entre autres le Covid-19 et aussi les dossiers Vital Caméré et tant d'autres sujets d'actualité politique à qui je m'en vais dire bonjour. Bonjour à vous, Madame la journaliste. Vous allez très bien? Bien, et vous? Et le parti? Le MSR, ça va, il va bien. Mais en tant qu'analyste politique, bien que tous les partis, enfin la majorité des partis aujourd'hui sont quasiment en arrêt, nous restons cependant vigilants sur l'actualité politique et donc en tant qu'analyste aussi, en tant qu'acteur politique, d'où j'interviens sur cette émission pour vous apporter un peu de lumière par rapport à l'actualité. Eric Bissello, aujourd'hui, le Covid-19, le RDC compte 377 cas, dont 47 guéris et 25 décès. Un mot par rapport à cette pandémie qui fait rage à la population. D'abord, les chiffres, absolument, je pense que les chiffres sont en deçà de la réalité. Je pense qu'on est il y a beaucoup plus de contamination que cela parce que les mesures jusqu'à ce jour prises ne semblent pas être à la hauteur du danger actuellement. En outre, à savoir que la population congolaise, les Quinois par exemple, n'ont pas cessé de se déplacer, d'être en mouvement, parce que la réalité veut qu'on cherche à manger quotidiennement. La réalité veut aussi que même lorsqu'il y a eu un confinement de Gombe, les gens de Gombe sont sortis. Voilà, il y a un mouvement perpétuel, il y a bien sûr, dans certains points même de la ville de Kinshasa, les gens ne savent pas ce que c'est que le Covid-19, ils confondent avec le mot confinement, ils ne comprennent rien, ils disent que c'est une maladie qui ne les concerne pas. Donc la réalité veut que ces chiffres-là ne soient réellement pas à la hauteur ou bien à la hauteur de la vérité actuellement. Alors selon vous, à qui revient la faute de ces doutes qu'a la population congolaise face à cette maladie? Sur le doute, je pense que c'est l'acteur politique en premier lieu, parce que nous avons une population sur une échelle, on va dire, du plus développé au moins développé. C'est-à-dire que nous avons actuellement des foyers, des gens comme aujourd'hui qui sont assez aisés, qui ont la télévision tous les jours, ils ont un peu de courant, qui parlent français, qui comprennent les enjeux. Et puis il y en a qui sont dans leur routine, dans leur quotidien, qui n'ont pas accès à l'information, ne serait-ce qu'une télévision, ou même qui ne maîtrisent pas le français. Donc ils restent dans une sorte d'ignorance. Donc le responsable premier qui est censé être en alerte et prendre des dispositions, c'est l'État congolais. Donc c'est l'État congolais qui est le premier responsable. Il doit d'abord informer la population, les faire prendre conscience de la gravité de la situation. Donc l'État lui-même doit être exemplaire et ensuite permettre à la population de recevoir l'information de la manière la plus adaptée, la plus pertinente pour qu'elle puisse être comprise. Après cela, il semble que nous tous, en synergie, nous devons aller pour que cette situation soit comprise et la gravité soit acquise par tous. Alors aujourd'hui, l'OMS vient de lancer un message en disant que la pandémie du Covid-19 est loin d'être finie en RDC, un message de désespoir pour la population. Ce n'est pas un message de désespoir, c'est un état de fait, c'est une réalité, parce que nous ne sommes qu'au début. On a beau dire, même si on arrive à un mois, puisque l'état d'urgence a été pris plus ou moins il y a un mois, cela ne reflète pas pour autant un pic de la pandémie. Nous sommes qu'en phase initiale, c'est-à-dire que nous sommes en phase de contamination et que par rapport aussi aux réponses apportées par l'État, par les acteurs politiques, qui n'est pas du tout proportionnel à la gravité et à la situation, cela fait que l'OMS soit tout à fait prudent pour dire le pire à venir est devant nous et non derrière. Parce qu'en même temps, aujourd'hui, je ne vois pas les mesures exceptionnelles prises par l'État, soit par exemple construire des zones de traitement, soit éventuellement aussi créer des zones d'isolement spécifiques, ainsi de suite. Donc,
Il est vrai que nous voyons une solidarité nationale et internationale à la portée du matériel, mais en même temps, il y a un paradoxe. Nous voyons des patients qui sont isolés dans des hôpitaux qui se clament, disent mais on n'est pas soigné, je dois payer mes médicaments, alors que le président de la République dit que c'est une pandémie et que le patient, le Congolais, le citoyen est pris en charge par l'État, alors que la réalité est tout autre. Donc il y a tous ces chamboulements qui ne rassurent pas, qui n'apportent pas de la confiance à l'État et qui ne fait que, qui fait en fait présager le pire pour l'avenir. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à cette population qui jusque-là de doute face à cette maladie? Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population? Un message? Il n'y a pas d'autre alternative. Il est vrai qu'au début, nous avons assisté à l'inexpérience de manière perpétuelle et continuelle, que ce soit du ministre de la Santé, que ce soit du gouverneur de la ville de Kinshasa qui a provoqué des mouvements de foule à 2 reprises, qui a favorisé d'ailleurs encore l'expansion de la pandémie. Il y a également certains acteurs qui ont pensé, qui ont fait, qui ont semé dans le doute dans le cœur des Congolais en disant que c'était un business finalement et non, c'était une réalité. Mais il est vrai qu'au début, nous tous, nous étions sceptiques, nous pensions qu'en effet, nous allions échapper au Covid-19 et que l'État congolais, certains acteurs politiques plutôt mal intentionnés, avaient juste l'envie de tirer un peu le drap de leur côté en créant cette situation pour qu'ils puissent bénéficier de l'aide financière de l'OMS. Mais la réalité a rattrapé la fiction. Nous sommes aujourd'hui dans une situation compliquée et grave. Donc, mi ebela, mi batela, ce n'est que toi qui peux prendre soin de toi-même et que Dieu nous protège. Aujourd'hui, le gouverneur de la ville a rajouté une autre mesure s'agissant du port obligatoire de masques. Pensez-vous que le port obligatoire des masques va résoudre les problèmes de la propagation du virus? Le gouverneur de la ville de Kinshasa a de manière perpétuelle des fausses bonnes idées. Donc on a vu que ce soit les arrêts des mendiants, l'arrestation des mendiants en ville de Kinshasa, Kimbeto qui était mal géré, mal pensé, mal mis en pratique. Nous avions vu le confinement de la ville de Kinshasa qui a fait paniquer tout le monde, a fait que tout le monde aille prêter de l'argent, aller faire des courses à la dernière minute, favorisant justement, une fois d'un coup, l'expansion de la pandémie. On a vu ensuite l'isolement de Gombe qui n'est pas du tout pertinent, puisque Gombe, en fait, n'est qu'une zone de transit. Beaucoup de gens qui viennent à Gombe n'habitent pas là. Donc, et aujourd'hui, réellement, on a envie de savoir quel est le résultat de ce confinement, qu'est-ce que ça nous a amené de plus, on sait quoi de ces personnes, puisque en même temps que ce confinement de Gombe, les gens sortent. Donc voilà, ils peuvent bien d'autres ramener la maladie à Gombe. Et aujourd'hui, on est dans le déconfinement du Gombe, certainement une pression des banques et des institutions financières qui disent non, on a asphyxié, on a besoin de travailler. Oui, mais aujourd'hui, ces mesures-là, en fait, ce sont de fausses bonnes mesures. Aujourd'hui, ils disent aux gens, portez des masques, on veut bien, mais mettez des masques à la disposition de la population. Si vous ne les avez pas, au moins faites en sorte que la population puisse être sensibilisée au maximum. Aujourd'hui, nous avons à déplorer un mort, un jeune, parce qu'il s'est trouvé un masque. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. La police n'est pas là pour aller arrêter des gens qui ne portent pas de masque. La police, elle est là pour sensibiliser. Ces policiers eux-mêmes déjà ne portent pas de masque. Ils ne portent pas de masque, mais au-delà, ils sont là pour sensibiliser, parce que la réalité veut une chose. Comment voulez-vous qu'en même temps, vous êtes en train de désengorger les prisons parce qu'une pandémie dans la prison, c'est grave? Donc, vous êtes en train de relâcher à la fois aussi des gens qui sont là, qui n'ont rien à y faire, des crimes mineurs, des délits mineurs, ainsi de suite. Vous êtes en train de les relâcher. Et aujourd'hui, vous allez arrêter quelqu'un parce qu'il ne porte pas un masque. Ça a un sens. Est-ce que vous lui avez donné l'argent pour porter un masque? Et vous savez combien revient un masque? Est-ce que vous savez... Donc voilà, c'est ça des réalités, des fausses bonnes idées. J'aurais bien voulu qu'on nous dise que voilà, on vous donne des masques. Si vous ne les portez pas, là d'accord, vous êtes sanctionné. Mais ils ne donnent pas des gens des masques. Des masques qui étaient jetables étaient dérisoires. Aujourd'hui, sont à 1500 francs congolais. 1500 francs congolais, c'est une personne qui se nourrit par jour. Parce que du matin au soir, il ne sait même pas où acquérir cette somme-là. Et avec cette condition
cette crispation de l'économie fait en sorte que les gens ne savent même pas où trouver de l'argent. Aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser des masques à tissu qui ne garantissent rien. Hein. C'est ça qui est paradoxal. Ce sont juste des mesures, allez, on ne sait pas où on va. Mais ça ne garantit pas que vous ne serez pas contaminé. Ça ne remplit pas les normes. Ça fait en sorte aussi que peut-être ça apporte un climat d'apaisement, mais la police a trouvé un filon où pas de masque 5000 francs pour mettre dans la poche. Oui, mais une personne qui n'arrive pas à avoir 1000 francs pour acheter, 500 francs pour acheter un masque, où est-ce qu'il va obtenir 5000 francs? Et à quoi va servir cet argent? On sait très bien, on finit cet argent dans les poches des policiers, d'accord? Parce que si c'était à l'État congolais, on va dire, allez payer ça à la caisse de l'État. Donc, quand vous arrêtez quelqu'un, vous l'amenez où? Au milieu des autres personnes que vous avez arrêtées, peut-être l'un d'eux est contaminé, il va contaminer les autres. Voilà, donc c'est l'État qui a donné un corps aux policiers. Voilà, au-delà de ça, on a l'habitude, voilà des fausses bonnes idées. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout pensé, ce n'est pas réfléchi, parce qu'on devrait être toujours dans la phase de sensibilisation. La police devrait être en harmonie, protéger, servir la population. Dire à la population, ah moi, il faut là, tu as un masque, donc il faut là, maman, tu rappelles alors, papa. Non, bisous, tout le monde, quand tu circules, la police cherche à sauter dans la voiture, moi, ils bien, à l'andio. Moi, 5000 francs. Donc, ce ne sont pas des mesures qui sont là pour rassurer la population, mais ils font encore pour persécuter la population. Et ça, c'est tout à fait inacceptable en période actuelle. Alors, selon vous, quelles sont ces mesures-là qui devraient être prises en cette période? En cette période, nous savons que, vous savez, au sommet de l'État, l'expérience est irremplaçable. L'expérience est irremplaçable. Les mesures actuellement qui devaient être prises, dont nous sommes seulement capables de cela, c'est à la fois prévenir au maximum et donner des moyens à nos chercheurs, à nos scientifiques, donner des moyens à nos universitaires qui veulent participer de manière active à la préparation de l'explosion de la pandémie, notamment en construction de lits, ainsi de suite. On a vu des ingénieurs de CDISTA compagnie faire des sauts automatiques en appuyant les... Donc voilà des mesures préventives où l'État doit être en avant-garde. Construire des hôpitaux, même si c'est des hôpitaux de fortune, en attendant de prévenir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et réellement, les matériels reçus soient consignés, exploités, utilisés. Parce qu'avec des matériels actuellement, nous devons être capables de soigner un maximum de personnes. Avoir un pourcentage aussi élevé, alors que nous sommes que dans une phase initiale, c'est alarmant, c'est inquiétant. Donc, les mesures où la mesure qui est à la portée de l'État actuellement, c'est la seule mesure de sensibilisation. Sensibilisation dans la langue que comprend la population. Sensibilisation dans les formes de la communication. Sensibilisation dans les points les plus reculés. Sensibilisation avec des acteurs locaux qui, eux, sont en relation directe avec la population. Donc voilà, nous avons tellement eu une mauvaise communication que les gens sont morts en mélangeant, faisant des formules alambiquées à la maison, fait qu'il y a des mamans qui ont perdu leurs enfants parce que, à l'armée, ils préparent le Congo Bolo avec tout n'importe quoi. Nous avons vu ces faits d'actualité. Voilà ce qui nous crée un problème actuellement, l'inexpérience des acteurs qui sont censés nous protéger. Alors, parlons toujours de ces dossiers Covid-19. Aujourd'hui, le cardinal Fridolin Ambongo est nommé coordonnateur du Fonds de solidarité contre le Covid-19. Un mot à dire face à sa nomination? Je crois que c'est une bonne initiative parce que c'est une personnalité qui est censée dégager l'impartialité, aussi l'honnêteté. Donc, nous avons tout le crédit de lui accorder que, oui, face à l'argent, et à la cupidité des uns des autres, il ne devrait pas y avoir de détournement. Mais moi, je reste actuellement très attentif, et même très attentif à la réaction des députés après cette pandémie. Parce qu'après, il faudra que chacun s'explique, chaque acteur s'explique des mauvaises décisions qu'ils ont prises et même la suite à donner sur cette expérience qui fait que ce sont des échecs qui doivent être corrigés, ce sont des ratés qui doivent être évités pour l'avenir. Donc une mission d'enquête parlementaire doit être déjà imaginée à la suite de cela et même l'exploitation des richesses apportées par les généreux donateurs congolais et étrangers qui sont dans notre pays. Donc, à partir de là, moi, je reste attentif pour que chacun, après cette période difficile et compliquée, que les acteurs responsables rendent des comptes à la population, notamment auprès des parlementaires.
Toujours face à cette pandémie de Covid-19, il y a un acteur politique qui se donne le plaisir de troubler l'ordre public. C'est le politicien né Mwanda-Ntemi. Aujourd'hui, il fait des troubles, il crée des morts et consorts. Mais jusque-là, il n'est pas inquiété par la police congolaise. Vous savez, c'est dommage que c'est vrai qu'on se focalise en permanence sur né Mwanda-Ntemi. Oui, parce qu'il y a des morts, c'est grave, mais l'acteur premier, c'est l'État. L'État qui ne remplit pas ces conditions. Parce que quand on regarde des revendications des Né-Congo, du Congo central, c'est tout à fait fondé. Vous ne pouvez pas arriver dans mon province en ayant un mandat de l'État, ne connaissant ni les mœurs, ni les us de coutumes de ma région, les saboter, les piétiner, ne pas respecter les normes, ne nous fasse pas profiter, nous, de la région, de la richesse de la région, parce que nous en constatons, de façon pas profiter les fils et les enfants, les femmes de la région, de l'expansion de l'économie, de même de niveau de vie décente. Il est vrai que le Congo est jeune. Les Né-Congo sont jeunes, donc il est vrai que l'État doit apporter des solutions. De la même manière, hier, l'État congolais a fait l'erreur d'aller tirer sur les jeunes parce qu'ils pensent différemment. Aujourd'hui, de la même manière, une crise politique est répondue en tuant des jeunes parce qu'ils pensent différemment. Moi, je reste toujours circonspect, interdit quand je vois qu'on utilise des armes de guerre contre des gens qui ont des handicaps. On est dans une réalité, dans un bon sens. On ne peut pas accepter cela. Qu'importe les revendications, on doit les arrêter, mais on ne doit pas les massacrer, les exécuter. C'est un crime de l'État qui se passe actuellement au Congo central. Quand on voit ces morts qui sont étalés comme ça de manière sauvage, et même ils sont en train d'être brûlés vifs, moi je crois qu'on est dans quel pays? Donc il ne faut pas focaliser l'attention sur un semeur de troubles, parce que Mwanda-Ntemi, il sait qu'est-ce qu'il cherche. Il cherche son intérêt personnel. Comme hier, certains acteurs aujourd'hui, qui étaient hier soi-disant des opposants, envoyés volontairement à la mort des jeunes, comme aujourd'hui, Ntemi veut profiter de la fragilité de l'État, parce que c'est ça, de l'inexpérience de l'État, pour essayer de trouver, en fait, de se faire un peu plus de sa place personnelle à la situation actuelle. De la même manière que ça se passe à l'Est également. Donc, il faut rester vigilant, il ne faut pas cautionner ce comportement de l'État face à des jeunes Congolais qui ont une revendication salutaire et légitime par rapport à leur avenir, par rapport à leur région. Et l'État doit prendre conscience que les personnalités envoyées, que ce soit des gouverneurs quand ils ne sont pas de la région, des acteurs politiques majeurs envoyés qui ont un mandat de l'État, qui sont censés servir l'État, c'est-à-dire l'État de manière générale, tous les Congolais, doivent avoir un minimum de bon sens et de considération au regard de la population dont ils sont amenés à servir. Donc il ne s'agit pas, tu arrives, parce que tu parles une certaine langue, tu es en tort, tu demandes l'intervention de ton collègue, de ton ami, de ton cousin, qui vient te délivrer du tort, et tout en lésant les communautés auxquelles tu es censé servir. Je crois que de part et d'autre, on doit prendre conscience. Mais il est vrai aussi que ces jeunes-là, il faut qu'ils comprennent, nous sommes dans un État, l'État doit rétablir l'ordre de manière permanente. On ne peut pas accepter que vous preniez en otage une région, que vous empêchiez les Congolais d'aller dans la région parce que vous ne trouvez pas votre compte. C'est à chacun d'être dynamique. Il y a des Né-Congo à Kinshasa, il y a des Né-Congo à Kivu, il y a des Né-Congo partout. On a la liberté de circuler partout sur le territoire national. On ne peut pas accepter de dire que l'autre n'est pas de ma région, donc il ne peut pas venir travailler ici, il ne peut pas venir trouver son bonheur ici, parce que le Congo appartient à tous. À tous, le Congo appartient à tous. Et selon vous, Éric Bissolo, est-ce qu'aujourd'hui on est toujours sous les régimes Kabila ou on vit un autre régime aujourd'hui? Manifestement, après l'avènement d'un autre président, c'est un autre régime. Donc on ne peut pas dire et amputer de manière permanente les torts et les travers au Joseph Kabila Kabange, qui est sénateur à vie, qui est une autorité morale. Donc il faut à un moment raison garder et continuer et observer la scène actuelle et dire que finalement les problèmes, ce n'est pas tant c'était pas tant Joseph Kabila Kabange. Le problème avant tout se nomme le peuple congolais. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'on assiste? On assiste non seulement à l'inexpérience, aux gens qui étaient censés être 32 ans à l'opposition, qui étaient censés être préparés. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un premier président de l'Assemblée nationale qui ne sait pas s'il est président à l'intérim d'un parti politique, qui ne sait pas qu'il est militant, qui ne sait pas qu'il est sénateur, il est député. Il ne sait pas où il est. On trouve aussi que
ces gens veulent gouverner l'État comme ils ont eu l'habitude de gouverner un parti, c'est-à-dire en désordre, sans même se fonder sur les textes de leur propre parti. Donc c'est le chaos qu'ils veulent dans tous les points. On voit des gens qui sont au gouvernement, au lieu d'avoir une solidarité gouvernementale, ils disent qu'ils sont là-bas en tant que combattants dans un gouvernement ou bien contestateurs permanents. Si tu ne vois que tu ne peux pas être solidaire au gouvernement, tu sors au bout du gouvernement. C'est effrayant, c'est effrayant, c'est complètement absurde d'avoir un ministre qui est dans un gouvernement qui dit « Moi, je suis là en tant que contestateur dans un gouvernement ». On est dans quel pays? C'est ça la réalité. Et on est toujours dans une phase où ces acteurs sont en permanence en contestation alors qu'ils sont au pouvoir. Ils devraient donner des pistes de solutions. Ils devraient permettre à la population de voir ne serait-ce qu'un peu de lumière et d'espérer à l'avenir. Au lieu de cela, non. Qu'est-ce qui nous bassine à longueur de journée? Nous sommes des contestataires, nous sommes des révolutionnaires, nous sommes. Vous êtes des incapables. C'est ça la réalité. Ils sont des incapables comme hier, comme aujourd'hui et comme demain. Et qu'ils veulent apprendre leur inexpérience, ils veulent apprendre leur mégestion sur la tête, sur l'argent, sur les dépenses des deniers publics. Et ça, c'est inacceptable. Ils doivent être responsables, ils doivent savoir pourquoi est-ce qu'ils ont été élus députés, sénateurs ou bien membres du gouvernement. Comment voyez-vous l'entourage du chef de l'État? Est vide. L'entourage du chef de l'État est vide. Il l'a déjà constaté lui-même. Au départ, il y avait une foule de personnes, mais apparemment, une foule de personnes qui étaient là en tant que des abdallah ou des flatteurs qui ne sont pas compétents. Il avait autour de lui un directeur de cabinet tout à fait compétent, mais dont il posait problème au cacique de son parti. Donc voilà la réalité. C'est qu'aujourd'hui, on ne voit, malgré sa bonne volonté, il se trouve dans la même situation que Joseph Kabila pendant des années, trouver des gens avec qui travailler pour que le Congolais puisse croire en l'avenir. Et c'est ça la réalité actuellement. Il désespère lui-même. Mais une réalité à regarder de près, nous les Congolais, nous soutenons le président de la République et nous souhaitons qu'il réussisse. Qu'il réussisse avec des gens du FCC ou qu'il réussisse avec des gens du DPS ou de l'UNC, ça nous est égal complètement. On veut juste que le pays avance et que le Congolais travaille, qu'il gagne bien sa vie et que nous ayons des perspectives meilleures pour l'avenir. Alors, parlons un peu du dossier Vital Kamerhe. Selon vous, le dossier de Vital Kamerhe est un dossier purement politique ou c'est la matérialisation de l'état de droit RDC? Tout d'abord, il faut se féliciter de la volonté du chef de l'État de mettre en place un état de droit. Un état de droit veut dire que chaque Congolais est responsable devant la loi. Il est traité de la même manière, qu'importe son titre. Et que il n'y a rien au-dessus de nous à part la loi. C'est ça la bonne chose. Donc, du coup, M. Kamerhe est un citoyen comme un autre. Il doit être traité de la même manière comme un justiciable, c'est-à-dire à l'état actuel avec une présomption de l'innocence. Ce qui manque dans cette affaire, c'est la sérénité et de la présomption d'innocence. J'irai même plus loin dans ma réflexion. J'aime bien dire, quand vous voyez un animal qui aboie comme un chien, qui marche comme un chien, qui mange comme un chien, c'est que c'est un chien. De la même manière, lorsqu'on regarde l'affaire de M. Kamerhe, lorsqu'il y a des intervenants politiques, lorsqu'on voit des manifestations politiques depuis plus d'une année contre leurs propres partenaires, que lorsqu'on voit des insultes, des attaques politiques, aujourd'hui, actuellement, l'intervention de certains acteurs en dehors du dossier qui sont en train de l'empêcher de bénéficier du droit de présomption d'innocence, c'est qu'on parle automatiquement de machination politique. Donc, il y a tellement de faits qui se convergent qu'on peut de manière tout à fait dire qu'il a été naïf de croire que les choses iraient de soi. Aujourd'hui, on découvre un homme, il reste toujours un homme de hauteur, hein, parce qu'il faut lui reconnaître cette qualité. Moi, je ne connais pas des hommes congolais qui aient démissionné à son poste, à son niveau. Les acteurs politiques congolais en général, ils conservent leur ventre, ils gardent leur ventre. C'était un homme politique à part, qui était au sommet du pouvoir, il a trouvé quelque chose qui était anormal, il a dénoncé, et il a assumé, il a démissionné. Il a traversé le désert. Aujourd'hui, il a formé un parti politique qui se retrouve. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et c'est vrai qu'il le dit en permanence, ce n'était pas n'importe quel directeur de cabinet. Il était celui qui avait l'expérience auprès des chefs de l'État. Et c'est ça qui dérangeait aussi certains caciques du pouvoir, de la même famille, puisqu'ils sont du cash de la même famille, qui eux, était là pour gagner, pour se faire des sous, pour Balingaki va continuer la logique que Zalaki, même alors que non, le chef de l'État n'a pas un laisser-faire comme Joseph Kabila Kabange. Non, lui il a dit moi je n'ai rien à prouver, donc moi
État de droit, personne ne va aller à gauche et à droite. Et il est vrai qu'aujourd'hui, Vital Kamerhe, le facilitateur, est dans une mauvaise posture. Mais une mauvaise posture ne veut pas dire qu'il est coupable. Il y a justice qui est en train de faire son travail. Il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Et jusqu'à preuve du contraire, pour moi, il n'y a pas matière à discuter ou même à se quereller là-dessus. On a vu les insultes, les manipulations. Vous pensez qu'il va sortir tête haute de quelques acteurs de l'UDPS. On a l'habitude de ce comportement tout à fait violent, agressif et qui ne respecte pas les fonctions ni les titres. Donc on a vu cette habitude, ils n'ont pas de leçons à donner à qui que ce soit. Insulter avant tout, maltraiter, non. Mais nous faisons confiance, moi en tant qu'acteur politique, je fais confiance à la justice de notre pays. Je fais confiance également à la volonté des chefs d'État de laisser une justice indépendante. Éric Bissell, aujourd'hui, il y a des juges de l'affaire Kamerhe qui se disent recevoir des appels des acteurs politiques, les poussant à condamner Kamerhe qui jusqu'à aujourd'hui jouit de la présomption d'innocence. Est-ce qu'il faudrait dire que l'appareil judiciaire à l'époque de Joseph Kabila et celui de Félix Tshisekedi, il n'y a pas une différence? Ça va être compliqué. Parce que si je crois analyser l'appareil judiciaire au temps de Joseph Kabila était que la justice élevait une forme d'indépendance à un certain degré. C'est-à-dire qu'il y avait des affaires où la justice ne faisait pas le poids contre certains acteurs politiques. Mais aujourd'hui, nous avons une justice par la volonté chef d'État où il dit que personne ne devrait empêcher la justice de fonctionner. Cependant, il y a toujours des pratiques qui demeurent. L'intervention justement de certains ministres qui ne sont pas du dossier pour dire qu'ils ne vont pas relâcher M. Kamerhe alors qu'il a demandé juste une liberté provisoire, ce n'est pas du tout de bonne augure. La volonté des juges d'instruction et à la fois mais aussi des procureurs de mener de manière sereine une instruction pose également un problème. Parce qu'il y a trop de pression étant donné des part et d'autre. Et j'ai même entendu que les avocats de M. Kamerhe demandaient à ce que les confrontations soient publiques. Parce qu'il est quand même étonnant qu'une personne qu'on a autant accusée, qu'on a autant lapidée publiquement, demande à sa base, à sa famille politique de demeurer silencieux et d'accepter l'autorité de la justice. Parce que pour lui, il dit c'est l'occasion de prouver mon innocence. Moi, je crois quand même qu'il y a l'anguille sur roche. Parce que s'il n'était pas si tranquille, s'il n'était pas si apaisé, s'il n'était pas sûr d'être innocent, il n'y aurait pas matière pour lui de demander de se calmer ou de demander même, ne serait-ce que les confrontations soient publiques. Donc, cette affaire, je pense qu'il y a des dessous des cartes. C'est une affaire éminemment politique, il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas croire que c'est une simple affaire, c'est une affaire éminemment politique qui laisse présager, qui laisse inquiéter d'autres acteurs politiques. Parce qu'on va s'interroger, dire le directeur du cabinet de la présidence a été mis en examen et toi, un ancien ministre, et toi, un ancien intel, pourquoi tu ne rendrais pas de compte à la justice? Il y a tellement de dossiers à ouvrir. Ouvrir ne veut pas dire, comme le chef de l'État avait tendance à le dire, regarder en arrière. Ouvrir veut dire qu'actuellement, il y a le crime ou le délit qui est en train d'être consommé et qu'il n'y a pas du tout prescription. Donc il faut un regard de toute façon de manière sereine et juste de la justice. Mais en même temps, il faut rappeler à la justice qu'elle n'a pas de pression à recevoir de la politique. Les juges n'ont pas de pression. Les juges n'ont seul pour règle et pour chef que la loi. Un point, un trait. Alors, que pensez-vous que Kamerhe pourrait faire à la sortie de la prison centrale de Makala? Démissionner, être suspendu par le chef de l'État? Il leur appartient de trouver la formule, mais je pense que sa présence dans la présidence, en tant que directeur de cabinet, ça serait une erreur stratégique et politique. Je pense qu'il mériterait tellement mieux que cela. Il doit d'ailleurs, par rapport à l'apport qu'il a auprès de son colistier du cash, ils doivent trouver de nouvelles formules, de nouvelles opportunités. Je pense qu'il doit de toute façon, de manière logique et avec sa base, de se projeter sur 2023, soit il va être candidat ou il va être allié d'un tiers. Donc, c'est des possibilités, c'est énorme. Mais en tout cas, revenir à la présidence,
ça serait une erreur majeure à mon avis, mais il lui appartient, peut-être il connaît encore mieux que moi certaines réalités, donc sa décision lui appartient seule. Mais en saisissant juste ce dossier, quand on parle de M. Caméré, je voudrais quand même témoigner ma sympathie et ma considération à sa femme et à ses enfants, parce que c'est ignoble quand on regarde l'actualité, on regarde les réseaux sociaux, que chacun insulte sa femme, insulte, je veux dire, j'ai une femme, j'ai une maman, donc c'est horrible, c'est bête, c'est incompréhensible que vous commencez à lapider publiquement une femme qui ne vous a rien fait, qui ne vous a rien pris. Donc c'est une question de considération. Quand on est l'enfant de quelqu'un, quand on est le fils ou la fille de quelqu'un, on doit se souvenir que cette femme-là, c'est la femme de quelqu'un, c'est la mère de quelqu'un. Donc un minimum de considération et d'éducation. Donc à partir de là, moi je ne peux être que solidaire envers cette femme. Maintenant, il y a des faits tout à fait inacceptables qu'on voit dans l'actualité, dans les photos. Les proches de M. Caméré qui jouent avec l'argent public, des millions. C'est effrayant, c'est effarant. On dit mais non, quand même, ce train de vie de luxe des acteurs hollywoodiens, à partir de quel diplôme, à partir de quelle entreprise ils ont créé, à partir de quelle richesse ils ont créé pour qu'ils puissent en bénéficier en jour ainsi. Donc voilà, il y a beaucoup de soupçons à porter sur M. Caméré, notamment sur ses affaires, mais puisqu'il est là dans le cadre des affaires des 100 jours, je pense que sur le cadre des affaires de 100 jours, je pense qu'il va mieux s'en sortir que sur d'autres dossiers si on cherchait bien. Alors, le président de la République en matière de la lutte contre la corruption a sollicité l'expertise camerounaise. Selon vous, c'est une insulte aux Congolais? Ce n'est pas une question d'insulte. Il y a deux regards. Moi, je trouve toujours dommage. Toujours dommage que le premier citoyen du pays ne fasse pas confiance soit aux institutions de la République, soit aux citoyens qui l'ont porté là. Mais nous avons vu que pour lui, ça ne pose aucun problème. Comme on voyait des photos qu'il avait des cuisiniers qui n'étaient pas congolais, comme on voyait que voilà, c'est un train de vie où il exclut automatiquement ses compatriotes et on trouve ça normal. Et ça, c'est pas normal. Maintenant, on peut tout à fait demander l'expertise interne de tierces parce que cette personne a des qualités qui pourraient faire avancer la République. C'est-à-dire qu'il viendrait travailler en collaboration avec des Congolais pour permettre que cela aille vite parce que ce monsieur il a déjà montré ses preuves. Je ne trouve qu'il n'y a pas de mal à cela. C'est une bonne chose. Mais il faudrait faire attention parce que en termes de communication, l'image que ça envoie, c'est que le président de la République n'a pas trouvé des personnes compétences dans la République démocratique du Congo avec près de 92 millions de Congolais. On ne trouve pas... Même dans l'affaire des 100 jours, c'est... Voilà. Autant hier, comme Joseph Kabila ne trouvait pas 15, aujourd'hui, on n'en trouve pas une personne pour combattre la corruption en République démocratique du Congo. Et ça, je trouve ça triste. Je trouve ça triste quand il y a des députés qui tous les jours pavoisent à la télé, qui sont en train de parler de surtout rien. Soit je trouve ça triste qu'il y a des donneurs de leçons en permanence ici, dans son propre parti de donneurs de leçons. Mais il n'arrive pas à trouver des collaborateurs capables et compétents. Et ça... Alors, Éric Bisselo, pour en finir, j'aimerais avoir votre avis par rapport aux désordonnances du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous êtes un juriste, un mot à émettre par rapport à ces désordonnances? Vous savez, depuis le début de l'avènement de Félix Tshisekedi, on en voit de toutes les couleurs. On en voit même, et jusqu'à l'état d'urgence, on voit qu'il y a pas mal de contestations, soit de son pouvoir, soit de la manière dont les choses sont faites. Moi, je reste dans la sérénité. On a d'autres chats fouettés, on a d'autres crises beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus graves. Les nominations, pour moi, ça ne m'inquiète pas, ça ne m'intéresse pas. À partir du moment où cette personne qui a été nommée fasse preuve de ses compétences et fasse ce qu'on attend de lui. Réellement qu'il soit un poids, non pas un poids mort, mais un poids positif pour le chef de l'État, pour permettre à la République démocratique du Congo d'avancer. Et pas juste des copes politiciens te nomment là, te déplacent là, non. Voilà, moi, les décisions du chef de l'État, il est le mieux placé pour les prendre. Donc il faut faire confiance et regarder jusqu'où on va aller. Beaucoup de gens ont trouvé des erreurs dans l'ordonnance liée récemment par les porte-paroles. Il peut y avoir des ordonnances matérielles, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que réellement... Je vais essayer de vulgariser un peu. Est-ce que
ce qui ne le lot n'a vu qui s'y a obi qui s'amontou. Mais qui s'en a sala qui on a quand on a toilette et poser problème il y a moralité parce que n'a pas la toilette on a trouvé idée on a celle qui soit non on va d'abord chercher à guérir la personne. Voilà, c'est plutôt des bonnes guerres en même temps parce que cela dénote bien l'inexpérience au sommet de l'État. Je ne parle pas tant du chef d'État, je parle surtout de son cabinet, des gens qui l'entourent, qui sont censés l'aider. C'est pour ça que je dis, je ne vais même pas en commenter parce qu'il y a tellement des erreurs depuis le début que voilà. Qu'est-ce qu'il est censé faire? Il est censé apprendre. À changer son entourage. Et notamment demander de manière permanente les conseils de Joseph Kabila Kabange qui a eu l'expérience. Apparemment, c'est ce qu'il a toujours fait. Bah, tant mieux, c'est pour ça que je dis il faut continuer et plutôt avoir foi dans sa volonté et dans son envie de changer le Congo. Donc il y a des donneurs de leçons, mais il est le numéro 1 et c'est lui qui est censé nous donner des leçons. Donc la seule chose que je peux lui conseiller, c'est de ne jamais arrêter d'apprendre. Votre dernier mot pour aujourd'hui? Le dernier mot, c'est que nous sommes en confinement, Tommy Batella, Tommy Ebela. Malade, il y a Covid-19, ce n'est ni plus ni moins qu'une grippe, hein, ils ont une grippe, qui trouve dans certains corps un foyer favorable à son expansion pour créer des complications. Mais ils ont grippe moko, ils ont peste. Donc, une maladie de la honte. Donc, grippe, c'est la fièvre. La responsable. Policier, la responsabilité de nous. Vous êtes là pour servir la population. Vous êtes là pour protéger la population. Il faut sensibiliser la population. Il ne faut pas aller racketter la population. Il ne faut pas aller mépriser ni tuer la population. Et enfin, chaque Congolais doit savoir que dans l'état actuel, nous cherchons d'abord à sortir d'une crise qui peut décimer la population et que nous laissons de côté nos velléités politiques pour que nous puissions aller de l'avant. À part cela, Nzambe azala na biso nde tomesana azwa lokumu yemorayibi lobi ozande. C'en est fini pour ces numéros. Merci de nous avoir suivis et quant à moi, je vous retrouve prochainement avec une autre invitée. Au revoir.